Merci d'abord à François Second pour l'invitation. Merci pour cette première partie qui est très intéressante et qui me permet du coup de parler de la suite, ou du moins de ce qui est pour l'heure la meilleure contrainte qu'on a sur l'époque de la réionisation, ou plutôt sur l'intégrale des époques de la recombinaison, et c'est ce qu'on peut obtenir avec le rayonnement de fond cosmologique. Alors, le rayonnement de fond cosmologique, il n'est pas fait pour ça, on ne l'observe pas particulièrement pour la réionisation. À vrai dire, pour moi qui m'intéresse au rayonnement de fond cosmologique et aux conséquences cosmologiques, la réionisation, c'est plus un problème qu'autre chose. Si on n'avait pas, je serais beaucoup plus heureux, en tout cas pour observer les autres paramètres cosmologiques et déterminer le modèle cosmologique primordial. Mais évidemment, c'est une information extrêmement intéressante. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans la suite. Alors, j'ai mis sur le titre, bien sûr, que le titre était le CMB. Pourquoi le CMB? Parce que c'est le Cosmic Microwave Background, en français le rayonnement de fond cosmologique ou le rayonnement de fond micro-ondes, et qu'on ne dise jamais ça comme ça. Et donc vous m'excuserez si de temps en temps je dis CMB au lieu de rayonnement de fond cosmologique, parce qu'on a plein la bouche et qu'on parle trop franglais. En tout cas, je vais donc vous expliquer rapidement ce que c'est que ce rayonnement de fond. Je suis sûr que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais ne sachant pas à quel public j'aurai, j'ai essayé de faire des choses assez progressives. Je vais vous parler de la sensibilité à la réionisation. On va un peu discuter de comment on mesure ce rayonnement de fond cosmologique, ou plutôt comment on l'a mesuré avec Planck, et je ne rentrerai pas dans les détails plus généraux de la mesure du rayonnement de fond cosmologique dans le futur. Je vais vous parler de l'état de l'art de la contrainte, et surtout des perspectives. On va commencer très très doucement en vous rappelant que, évidemment, nous sommes dans le cadre de ce modèle du Big Bang qui a été prédit par les théories d'Einstein, Gamow, Lemaitre et Friedman, 14 milliards d'années à peu près. On avait une époque très très chaude, très dense, à partir de laquelle l'univers entre en expansion. C'est donc le Big Bang. L'univers subit une période de croissance très rapide, l'inflation, durant laquelle les fluctuations primordiales sont créées, qui vont nous intéresser dans la suite, dans la dimension cosmologique. Sont créés aussi les premiers noyaux atomiques, l'univers est très chaud. Je m'attirerai là-dessus. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'à cette époque-là, l'univers est rempli d'un plasma de protons et d'électrons, et de photons, bien sûr. La lumière y est piégée, parce qu'on veut dire que l'univers est opaque, en fait. La lumière est constamment captée par, soit elle est créée par les interactions entre les protons et les électrons qui forment des hydrogènes qui se recombinent, qui libèrent des photons, soit ces photons vont rayoniser des atomes d'hydrogène. C'est donc un milieu qui est opaque, la lumière ne peut pas se propager très très loin. Donc ça continue, l'univers continue son expansion, et au fur et à mesure où l'univers s'étend, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les photons vont voir leur énergie diminuer. Et ils se décalent vers le rouge, ils changent de fréquence, et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, les photons ne vont plus pouvoir ioniser les atomes d'hydrogène. Ils sont à peu près à 3000 Kelvin, à peu près. Et le plasma se recombine. Et à ce moment-là, l'univers devient assez brusquement, vu les échelles de temps de l'univers, devient transparent. Donc on passe d'un moment où la lumière ne faut pas se propager, elle était constamment en train d'interagir, donc de rebondir sur les protons et les électrons, d'être créée lors des recombinaisons des protons et des électrons, d'être réabsorbée lors des recombinaisons des protons et des électrons, à un moment où elle ne peut plus rayoniser les atomes d'hydrogène, et elle est libérée dans toutes les directions. Donc elle s'échappe, elle part dans toutes les directions à 3000 Kelvin. Et c'est elle qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique, qui est émis à peu près à 380 000 ans, à un décalage vers le rouge d'à peu près 1000, 1100, pas chipoter. Et donc il était émis dans toutes les directions, à peu près au même moment dans tout l'univers. D'accord ? Donc si je regarde par là, je vois un photon qui me vient de 380 000 ans après le Big Bang, qui vient du rayonnement de fond cosmologique. Si je regarde par là-bas, il y en a un aussi. Donc c'est pas que c'est passé quelque part, c'est passé partout. C'est juste que je vais voir ceux qui viennent de là ou qui viennent de là. D'accord ? Donc nos photons, il leur arrive plus grand-chose, puisqu'ils ne sont plus assez énergétiques pour ioniser quoi que ce soit, donc ils vont continuer leur bonhomme de chemin. Alors il va quand même se passer quelque chose qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est qu'à peu près 680 000 ans après le Big Bang, si on doit croire les dernières valeurs, c'est un peu plus maintenant, ça fluctue un peu, eh bien apparaissent donc les premières étoiles, les étoiles s'allument, le gaz est ionisé, il interagit avec les photons du rayonnement fossile, c'est un nouveau plasma sur lequel on va y revenir. Les photons vont pouvoir de nouveau diffuser, donc il va se passer quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que le rayonnement de fond cosmologique a des chances de donner des informations sur l'époque et les conditions, le déroulement de cette rayonisation.
Et puis après, les photons du rayon fossile continuent leur bonhomme de chemin. L'univers est en train de se structurer avec ces grandes structures magnifiques, on y reviendra. Et ces photons sont refroidis par l'expansion. Ils sont maintenant à peu près 2,7 Kelvin, et c'est ceux qu'on observe aujourd'hui. Et on les observe par exemple en regardant un vieux récepteur de télévision où on voit un beau bruit blanc. Eh bien, 1% de ce bruit blanc, ça correspond à du rayonnement de fond cosmologique. Donc c'est assez facile à voir, il suffit de regarder une vieille télé. Alors que voit-on exactement en fait lors de la recombinaison? Je l'ai dit, l'univers devient brusquement transparent. Donc après une dernière diffusion, les photons sont libres et nous parviennent. Donc ce qu'on voit en fait, c'est le moment de cette dernière diffusion. Avant, dans mon dessin, il faut imaginer que le temps est par là, hein, avant, on est dans le plasma. Les photons sont bloqués dans le plasma. Nous, ce qu'on voit, c'est juste cette dernière diffusion. C'est la dernière diffusion avant que leur libre appareil moyen devienne essentiellement infini. C'est quelque chose qui est très similaire au Soleil. Le Soleil, quand on regarde le Soleil, attention, pas directement avec les yeux, ce qu'on voit, c'est la surface de dernière diffusion des photons. On ne voit pas l'intérieur du plasma. On essaye de deviner ce qui se passe à l'intérieur en regardant la surface. On ne voit pas directement, en tout cas avec des photons, le plasma. Donc c'est exactement la même chose là. Donc ce qu'on voit quand on regarde le rayonnement de fond cosmologique, cette surface de dernière diffusion, on ne voit pas le Big Bang, on voit juste quelque chose qui est juste après, 380 000 ans après. C'est la première lumière qu'on peut voir. On peut voir des choses plus profondes en regardant des fonds différents, par exemple des fonds de neutrinos qui sont libérés un petit peu avant, des fonds d'ondes gravitationnelles primordiales encore avant, mais ça c'est une autre histoire. Donc si on regarde maintenant sur les rayonnements de fond cosmologique, eh ben, c'est pas passionnant. En fait, il n'y a rien à voir. C'est à peu près la même chose dans toutes les directions. Il y a 2,7 Kelvin et des poussières, vraiment partout. Et c'est d'ailleurs ça qui a valu à Penzias et Wilson leur domaine en 1978, parce qu'ils ont non seulement observé ce fond, mais ils ont compris de quoi il s'agissait, et entre autres parce que c'est des gens très intelligents, et qu'en plus de ça, ils n'étaient pas trop loin d'autres gens très intelligents qui essayaient justement de mesurer le rayonnement de fond cosmologique qui avait été prédit par Gamow, mais n'y arrivaient pas parce que ce n'était pas d'aussi bons expérimentateurs. Voilà, des gens malins. Alors, on peut aller plus loin que ça, bien sûr. En fait, ce qu'on voit, quand je vous dis qu'on ne voit rien du tout, ce qu'on voit vraiment, c'est un corps noir à 2,7 Kelvin dans toutes les directions, corps noir qui a été mesuré avec une incroyable précision par le satellite Kobe en 92, qui a valu encore un prix Nobel à ses découvreurs, enfin, aux gens qui ont organisé qui étaient responsables du satellite et qui ont fait cette mesure incroyable. Et d'ailleurs, on pense, dans un futur beaucoup plus lointain, à revisiter cette mesure-là, car en fait, je vous ai dit que c'est un corps noir parfait, c'est un corps noir quasiment parfait, il y a de toutes petites distorsions là-dessus, très difficiles à mesurer, mais qui pourraient nous apprendre des choses supplémentaires sur l'astrophysique en premier temps, et, si on est vraiment très fort, sur les conditions de l'univers primordial, mais ça c'est une autre histoire. Enlevons cette partie constante. Le corps noir, c'est intéressant, mais on a peut-être des choses intéressantes dessous. Et si on enlève la partie constante, ce n'est pas beaucoup plus intéressant. On voit ce gros dipôle. D'un côté, c'est chaud, de l'autre, c'est froid. Et là, vous savez tout à fait de ce dont on parle. C'est l'effet Doppler. La Terre, le satellite, la Terre, le système solaire se déplace dans la galaxie, qui elle-même se déplace un petit peu par rapport au CME, mais c'est principalement le déplacement du Soleil dans la galaxie qui prime. Et donc, on a un effet de Doppler qui crée ce grand dipôle. Grâce à ça, on peut mesurer le déplacement du Soleil dans la galaxie. Et on voit à peu près la même chose que ce qu'on fait par d'autres mesures. C'est-à-dire une mesure très précise de cette chose-là. Bon, tout ça, c'est bien intéressant, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à voir dans ce rayonnement de fond cosmologique ? Et ce qu'il y a vraiment à voir, c'est ce qui se passe quand on retire le dipôle. Alors, je ne vous ai pas parlé des ordres de grandeur. Là, on était tout à l'heure à 2,7 Kelvin. Hein. Okay. On a enlevé la partie constante, on est tombé à 0,003 Kelvin, déjà un facteur 1000. Et ce qui nous intéresse, eh ben, c'est encore un facteur 10 en dessous. Et là, quand on voit ça, on voit cette espèce de... Ma femme, qui ne connaît rien, disait ça ressemble à une omelette. Alors, c'est presque ça, en fait, ce qu'on voit, eh bien, c'est des grumeaux dans la soupe cosmique, tout simplement. C'est, en fait, à l'issue de l'inflation, notre univers n'est
pas tout à fait homogène, très homogène aux grandes échelles, bien sûr, mais il y a de toutes petites inhomogénéités, bien heureusement, parce que s'il n'y avait pas ces petites homogénéités, eh bien, on aurait du mal à voir toutes ces belles grandes structures qu'on voit dans l'univers, les filaments, les amas, les galaxies. Et c'est ce qu'on voit en fait dans cette très jolie simulation-là. En fait, on part de quelque chose qui est extrêmement homogène, il y a de toutes petites fluctuations de densité, et puis la gravité fait son travail, et bien, elle va créer les grandes structures autour de ces toutes petites fluctuations. Et bien, ce qu'on voit là, en fait, dans le rayonnement de fond cosmologique, ben, c'est une vue de ces fluctuations à l'époque de l'émission du rayonnement de fond cosmologique. Donc, ce sont de tout petits grumeaux dans la soupe cosmique. Alors, plus précisément, ce qu'on voit, on peut les séparer donc, dans ces zones un peu plus chaudes, un peu plus froides qu'on voit sur le ciel. On peut les séparer entre ce qui se passe aux échelles au-delà du degré et ce qui se passe aux échelles en dessous du degré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on remonte à 380 000 ans après le Big Bang, eh bien, l'échelle causalement connectée sur le ciel correspond à peu près au degré. Donc tout ce qu'on voit là, qui est plus grand que le degré, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui vient directement de l'inflation. Les photons, la matière n'a pas eu le temps d'interagir, pas eu le temps de tomber. Hein. Donc ça, c'est directement les fluctuations primordiales qui ont été inscrites dans la structure de l'espace-temps par l'inflation. Donc là, on a une mesure directe de cette chose-là, c'est extrêmement intéressant. Et puis, ce qui est en dessous, et puis il y a beaucoup d'informations en dessous, hein, c'est pas moins intéressant, c'est maintenant ce qui s'est passé de ces surdensités et de sous-densités qui ont eu le temps d'évoluer avec le fluide de photons qui a évolué dedans, et on va y revenir. Avant d'aller là-dedans, je voudrais faire un petit intermède, parce qu'il faut que je vous explique comment on va modéliser les anisotropies du rayonnement de fond cosmologique. Alors, ce qu'on voit là, c'est des points chauds et des points froids, tout petits écarts par rapport au continuum, donc le corps noir, et par rapport au dipôle. On va enlever tout ça. Donc en fait, ça, là, c'est quelque chose d'un peu plus positif, un peu plus négatif. C'est un contraste de moyenne nulle. Donc déjà, dire c'est chaud par là, c'est froid par là, on sent bien que ça ne va pas être très intéressant et que ce n'est pas vraiment ça qu'on va pouvoir modéliser facilement. Ce qu'on va pouvoir peut-être modéliser, c'est sa variance. Là, par contre, ça va nous intéresser. Parce que la moyenne est nulle, on va aller voir la chose après, c'est la variance de ces choses-là. Alors, il n'y a pas de direction privilégiée de l'univers, mais par contre, la physique va lui donner des échelles caractéristiques, on va voir d'où ça vient. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être son second moment, encore mieux. On utilise en général, c'est la transformée Fourier du second moment, ce qui s'appelle le spectre de puissance. Pourquoi on regarde ça ? Parce que c'est un outil statistique beaucoup plus facile à manipuler. On n'a pas de direction privilégiée dans l'univers, donc on a une invariance par translation. Donc ça se traduit par une invariance. La bonne façon de représenter des modes qui sont invariants par translation, c'est d'utiliser du Fourier. Évidemment, comme on est sur la sphère, ça ne va pas être Fourier, ça va être des harmoniques sphériques, mais c'est essentiellement la même chose. Et donc, aller regarder le moment à deux points des transformants en harmoniques sphériques, donc le spectre de puissance, ça semble une bonne idée. Et c'est d'ailleurs ce que l'on montre ici. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est que le modèle cosmologique nous dit que la distribution des anisotropies est proche d'une distribution gaussienne avec des corrélations spatiales, des échelles privilégiées. C'est un bruit coloré, et donc le spectre de puissance contient presque l'intégralité de l'information. Donc au lieu de vous montrer des cartes là et de vous dire là j'ai un point chaud, là j'ai un point froid, etc., ce que je vais vous montrer, ce sont ces courbes-là qui nous donnent la transformée de Fourier de la variance à différentes échelles. Alors, vous voyez ici c'est une belle chose où il y a une correspondance à peu près. Vous savez bien que ce n'est pas tout à fait une correspondance, mais on a ici la correspondance entre le moment angulaire, le multipôle, et puis l'échelle angulaire sur le ciel. D'accord ? Donc en gros, à gauche, petit L, grandes échelles, comme ça sur le ciel. À droite, grand L, petites échelles. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est là-dedans qu'on va avoir toute l'information. Je vous donne d'ailleurs déjà à présent le résultat pour les anisotropies de température de Planck qui est magnifique, je ne me lasse pas de le regarder. Alors, vous voyez, c'est une belle courbe avec des bosses comme ça. D'où viennent ces bosses ? On va s'attarder quelques instants dessus. Alors d'abord, une bonne partie de ces bosses est donnée par cette courbe, donc là, le total c'est la noire, c'est donné par cette courbe en pointillé ici qu'on appelle la partie Sachs-Wolf. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que donc aux grandes échelles, plus grand que 1 degré sur le ciel, il n'y a pas grand-chose, hein, mais en dessous, ce qui va se passer, c'est que le fluide de photons voit l'épide potentiel, il va tomber dedans, et il va se comprimer. Puis après, il va rebondir, il va y avoir une dépression, etc., etc. Puis au fur et à mesure, l'expansion de l'univers continue. Donc on va en fait avoir des modes qui vont être créés, qui sont des modes d'oscillation acoustique, d'accord ? Qu'on voit là, donc là, début de compression, première compression, puis raréfaction, première raréfaction, etc. Donc on va avoir des distances, des échelles privilégiées qui vont être créées par ça. Donc ça va être une série de modes qui sont bien sûr qui remplissent tout l'univers, mais nous, comme on voit la surface du jeu de la diffusion, eh bien, ils vont être étalés parce qu'on va les voir en faisant une coupure
à travers ces modes. Vous voyez, donc là, je vous ai mis un mode d'oscillation qui correspond à une échelle, enfin, une oscillation acoustique à une échelle particulière. Il faut imaginer qu'il y en a dans toutes les directions et, dans toutes les, et de toutes les tailles suivant ce schéma-là. Et ce qu'on observe, c'est à chaque fois une de ces échelles-là. Et c'est pour ça qu'on va aller voir ces rebonds-là. Donc ça, c'est la première partie, ce qui est dominant, ce qu'on appelle l'effet Sachs-Wolf, les gens qui ont calculé. Puis il y a une deuxième partie, c'est que nos photons, donc non seulement ils sont en train de tomber, mais en plus de ça, ils diffusent sur les baryons. Alors par baryon, on appelle essentiellement les électrons, les protons, bien sûr. Et donc comme ils diffusent sur les baryons, ils vont sentir la vitesse des baryons, donc ça va faire un effet Doppler, qui est ce deuxième pointillé-là, qui va en fait compenser les trous ici. Donc il va reprendre ces oscillations-là et va avoir tendance à les lisser. Voilà. Et puis un dernier effet qui s'appelle l'effet intégrated Sachs-Wolf. Alors il y a d'autres effets, hein, mais ça sont les trois effets dominants. Qui est ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure où nos photons nous arrivent, eh bien, ils vont rencontrer des puits de potentiel qui sont créés par les grandes structures de l'univers. Ils vont tomber dedans, boum, ils vont se réchauffer, puis ils vont ressortir, ils vont se refroidir. Mais si entre-temps, à cause de la présence d'énergie sombre, la profondeur du puits de potentiel a évolué, eh bien, ils vont ressortir plus chauds ou moins chauds, ça dépend, que ce qu'ils étaient au début. Donc ça va changer encore un peu les choses. Ici. Donc s'il n'y avait pas d'énergie sombre, en fait, il ressortirait la gravité compense exactement l'expansion, on ressortirait pareil, mais là, comme il y a de l'énergie sombre, eh bien, on va ressortir un petit peu plus chaud. Donc voilà ce troisième effet, et en gros, c'est ça qu'on voit. Et on sent bien que tous ces effets-là, eh bien, ils vont varier en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors, évidemment, puisque ce qu'on voit d'abord, c'est bien les oscillations qui sont créées par l'inflation, première chose qu'on voit, eh bien, c'est l'amplitude de ces oscillations, et puis c'est la pente de ces oscillations. L'inflation nous prédit des fluctuations de densité primordiale qui ont une certaine, dont le spectre de puissance a une certaine pente. Donc c'est ce paramètre AS et NS qu'on voit là. Ce qu'on voit bien sûr, c'est l'échelle de ces oscillations, l'échelle angulaire θ ici, qui est extrêmement importante parce que c'est elle qui nous permet par exemple de contraindre la géométrie de l'univers en associant avec d'autres mesures cosmologiques. On va bien sûr, puisqu'on dépend, on va rebondir sur les baryons, et puis on dépend aussi des profondeurs des puits potentiels, on va dépendre de la quantité de matière qu'il y a dans l'univers, méga CDM ici, et puis de la quantité de baryons qu'il y a dans l'univers. Et vous voyez ici, alors là on s'amuse à changer dans un sens ou dans l'autre chacun de ces paramètres, et on voit comment ce spectre va évoluer. Donc on sent bien qu'en mesurant ce spectre de puissance, comme chacun de ces mouvements du spectre sont légèrement différents, on va réussir à désambiguer, obtenir une contrainte sur chacun de ces 5 paramètres. Chacun de ces 5 paramètres, c'est en oubliant bien sûr la réionisation. Là, ce que je vous ai parlé du CMB ici, et j'ai fait exactement comme s'il ne se passait plus rien après. Mais évidemment, on l'a dit, il se passe quelque chose après, c'est la réionisation qui est juste là, et justement à ce moment-là, eh bien, on a de nouveau un plasma sur lequel les électrons vont pouvoir de nouveau diffuser, et c'est ce qui se passe ici, avec cette jolie visualisation par Robert et de Paris de cette simulation. Donc dans les âges sombres, ici à gauche, l'univers est neutre, nos photons ils se propagent gentiment, et puis quand on commence à se réuniser, il va y avoir de plus en plus de diffusion Thomson, et puis là, les distances sont de plus en plus grandes, de moins en moins. Mais en gros, voilà, il y a une époque de la réionisation ici, où on a une transition entre un univers complètement neutre et un univers complètement rayonisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos photons du rayonnement cosmologique? On fait une nouvelle diffusion Thomson, et ça va diminuer l'amplitude des anisotropies comme exponentielle moins 2 tau, où tau est l'épaisseur optique, qui est en fait tout simplement l'intégrale de l'histoire de la fraction d'électrons libres sur lesquels on peut diffuser au cours du temps. D'accord? Donc, plus il y a d'électrons libres, plus on va diffuser, plus on va complètement oublier le contraste entre les anisotropies de température, ça va devenir de plus en plus homogène. Mais s'il y a très peu d'électrons libres ou pas du tout, on va garder le contraste tel qu'il est. Donc voilà comment on va faire baisser l'amplitude de cette courbe de fluctuation. Et puis alors, si on fait un modèle simple de réionisation brusque à un redshift donné, en fait, ça simplifie, puisque là on a un heaviside à la place, on peut faire cette intégrale avec quelques approximations pour la façon dont on calcule la Hubble en fonction du temps. Et on a ici, on voit que ces paramètres d'épaisseur optique est directement lié aux paramètres cosmologiques, quantité de matière dans l'univers, quantité d'énergie noire, quantité de baryons, et ici un certain redshift, donc une époque
pour une réionisation brusque. Et à vrai dire, si la réionisation est relativement rapide, par exemple, avec une transition assez rapide, ceci est à peu près valable. Ça nous donne une information sur l'époque. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, c'est que évidemment ceci survient plus tard. Hein. Donc c'est devant nous. Et donc si on regarde à l'époque où ça survient, on peut se poser la question de quelle est la taille de l'univers causalement connecté à cette époque-là. Et donc il est beaucoup plus grand. Hein. Là, c'était 1 degré. Quand on regarde très profond à l'époque du CMB, c'est plutôt 40 degrés là. Donc ça veut dire que tout ce qui est plus grand que 40 degrés, en fait, ça va être incohérent d'une zone à l'autre de l'univers. Donc là, on ne va pas avoir d'effet pas de corrélation de cette diminution de l'amplitude du spectre. Et ça correspond à peu près au mode à L égale 10. Donc tous les modes plus grands que L égale 10 vont être affectés ici par la diffusion Thomson, par cette épaisseur optique, et tout ce qui est en dessous va être tel que ça a été créé à l'époque de la recombinaison. Et donc voilà l'image complète des 6 paramètres principaux qui décrivent cette courbe-là. On a rajouté ici taux. Alors, c'est bien gentil, mais c'est embêtant parce que là, on a l'amplitude qui va par là, par exemple, et taux qui descend. On voit bien que ces deux paramètres-là, ils ont l'air d'être sacrément dégénérés l'un avec l'autre. Ils font exactement la même chose. Et à vrai dire, on a une dégénérescence entre l'amplitude des fluctuations et la profondeur optique, et donc ce qui nous donne une information sur la réionisation. C'est bien embêtant. Alors on n'a qu'à se dire, on va aller chercher ce qui se passe entre 2 et 10. Puis on n'en parle plus. Manque de peau, c'est pas évident, et c'est pour ça qu'il me faut faire un deuxième intermède. Y a-t-il une limite à la détermination du spectre de puissance de rayonnement de fond? Alors le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul univers, et qu'on le regarde d'un seul point de vue. Donc on a une seule coupure à travers le rayonnement de fond cosmologique. Une seule pelure d'oignon. Si on pouvait se déplacer très loin dans l'univers et regarder, on en a un deuxième. Ce serait chouette, mais on n'en a qu'un seul. Donc ça veut dire que chacun des modes qu'on voit, on ne le voit qu'une seule fois. Donc maintenant, on va compter le nombre de modes indépendants accessibles sur la sphère. Alors, le monopôle, il n'y en a qu'un, 0, c'est les harmoniques sphériques, ça tout bêtement. Hein. Il n'y en a qu'un là. Le L égale 1, on a 3. Le dipôle ici, le dipôle, L égale 1, on a 3. Le 2, on a 5, etc., etc. On a 2L plus 1 mode à chaque fois. Donc on a, si vous voulez, chaque fois qu'on regarde un multipôle, pour mesurer ce multipôle, on a 2L plus une mesure indépendante qu'on va sommer. On voit très vite que ceci, ça va être de plus en plus précis au fur et à mesure qu'on monte en multipôle, mais que pour les bas multipôles, on a très peu de données. Et donc, si on calcule la variance qu'on a, qui s'appelle la variance cosmique, d'ailleurs la variance minimum qu'on a, on voit qu'elle est très grande pour les bas modes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on montre ici. Cette zone verte ici, en fait, ça correspond à ce qui s'appelle la variance cosmique. On ne peut pas descendre en dessous de cette zone d'incertitude. Alors on pourrait bien sûr en sommant les modes entre eux. Mais en sommant les modes entre eux, on va perdre l'information. Donc si on s'intéresse à une pente et qu'on somme tout ça, on n'a plus qu'un point, on n'a plus rien. Donc ici, là, il y a vraiment une limite incompréhensible. Et les modes les plus grands, si on veut chercher des petits changements là-dessus, on ne va rien voir. Donc il va falloir faire autrement. Il va falloir briser cette dégénérescence entre les deux. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on mesure cette combinaison entre les deux. Il nous faut des données supplémentaires pour briser la dégénérescence afin de fixer l'amplitude des fluctuations. Une façon très simple, c'est d'obtenir une valeur de AS, par exemple en regardant la structuration de la matière aux grandes échelles, qui vient, je vous l'ai dit, des mêmes fluctuations primordiales. Si on arrive à en déduire la normalisation des fluctuations, on aura une contrainte sur taux. Et c'est ce qu'on montre ici. Ici, par exemple, en prenant la température de Planck, en rajoutant des effets de l'antigravitationnel, les BAO dont on vient de parler, etc. On voit qu'on a des contraintes de meilleur en meilleur. Ici, je vous ai mis la bande en violet qui correspond à la limite qui viennent des contraintes astrophysiques. Et puis là, il y a un truc bizarre quand même. Je vous ai dit qu'il y avait une dégénérescence entre les deux, que la seule façon de briser cette dégénérescence, si on ne pouvait pas aller voir correctement ce qui se passe ici entre 2 et 10, c'était de rajouter quelque chose. Et là, j'ai la température de Planck toute seule, et j'ai une contrainte. Alors, elle n'est pas fantastique, hein, mais j'ai une contrainte surtout. Comment se fait-il? Il faut que je vous parle d'autre chose. Je vous ai dit que mes photons du rayonnement de fond cosmologique, il leur arrivait rien après la réionisation. Ce n'est pas vrai, il leur arrive plein de choses, et entre autres, leur trajet est dévié dans les puits de potentiel gravitationnel des grandes structures, ce qui s'appelle l'effet de l'antigravitationnel, de façon
très magique, c'est ces anneaux d'Einstein. Évidemment, on ne va pas avoir des anneaux d'Einstein dans le rayonnement de fond cosmologique. On va avoir des petites distorsions du rayonnement de fond cosmologique qui sont corrélées aux grandes échelles. Je vous donne ici un aperçu de ce que ça fait sur une carte. Ce n'est pas beaucoup, mais il se trouve que cette petite distorsion, eh bien, c'est suffisant pour changer légèrement le spectre de puissance. Ce qui se passe, c'est que dans les zones où il y a une convergence, eh bien, on va magnifier, convergence, on va augmenter la taille des structures, on va avoir plus grosse, ce qui correspond à décaler le spectre dans un sens. Quand on est dans une zone vide, on va aller dans l'autre sens. On voit bien que quand on met les deux effets en même temps, on va flouter ce spectre de puissance-là. On pourrait aussi jouer, donc flouter ce spectre de puissance-là, ça va revenir en fait à prendre de la puissance qui est là et le mettre dans les creux, et puis baisser celle-là en fonction. Et donc on voit ici un cas où on s'est amusé à augmenter l'effet de lentille, passer de 0 effet de lentille gravitationnelle à 8 fois l'effet de lentille attendu. Donc la vérité est quelque part par là. Hein. Et ça, eh bien, c'est suffisamment bien détecté dans les données de Planck pour nous donner une contrainte sur l'effet de lentille gravitationnelle. Comme on a une contrainte sur l'effet de lentille gravitationnelle des grandes structures, on a une contrainte sur la distribution des grandes structures, ce qui nous donne une contrainte sur l'amplitude des fluctuations primordiales, qui nous permet, juste avec ce spectre-là, bien qu'on ait l'impression que l'épaisseur optique et l'amplitude des fluctuations soient entièrement dégénérées, d'avoir une première contrainte. Évidemment, on peut faire mieux que ça. En fait, on peut même faire mieux que ça avec l'effet de lentille gravitationnelle sur le rayonnement de fond cosmologique. Si on est malin, on peut dire qu'on y a beaucoup plus d'informations que juste dans le spectre. On peut noter que si on était malin et qu'on regardait le fond d'une piscine, eh bien, juste en sachant qu'il y a un quadrillage régulier, sans connaître la forme du quadrillage, on serait capable de dire quelque chose sur ce qui se passe dans la piscine et donc l'effet de lentilles de l'eau. C'est exactement ce qu'on fait avec le rayonnement de fond cosmologique, ce qui nous permet de reconstruire aux grandes échelles cette magnifique carte de la distribution de matière dans l'univers, qui est une mesure à près de 40 sigma de cet effet de lentille gravitationnelle. Donc ceci nous donne une information sur l'amplitude des fluctuations primordiales, ce qui nous permet ici d'avoir cette meilleure contrainte avec l'effet de lentille gravitationnelle provenant du CMB lui-même. Alors tout ça c'est très bien, mais ça reste quand même des contraintes qui ne sont pas très compétitives. Je vous ai annoncé que les contraintes étaient les meilleures qu'on ait pour l'instant. C'est parce que je ne vous ai pas parlé de polarisation. Non seulement le rayonnement de fond cosmologique a des anisotropies de température dont on vient de parler, mais il est aussi polarisé. Alors je vous montre ici cette magnifique carte de la polarisation. Elle est très belle, mais elle est extrêmement trompeuse, puisque là il n'y a qu'une seule échelle. En fait, pour y voir quelque chose, on a choisi une échelle et puis on a gommé tout le reste. C'est très joli quand même. Et donc pourquoi est-ce que ce rayonnement de fond cosmologique est polarisé ? Eh bien, ce qui se passe est assez simple, c'est que la diffusion Thomson conserve la polarisation du rayonnement, et que même si le rayonnement incident n'était pas polarisé, le fait qu'il y ait des anisotropies de distribution du rayonnement, des directions dans lesquelles le rayonnement est plus chaud et des directions dans lesquelles le rayonnement est plus froid, fait qu'on va avoir un excès de polarisation net dans le rayonnement diffusé. Donc en fait, ici, il faut imaginer qu'on est sur la surface de diffusion, que dans cette direction-là arrivent des photons plus chauds, dans cette direction-là, des photons plus froids, moins de photons, plus de photons, puis là, paf, on se retrouve avec un léger excès de polarisation. D'accord ? Et ça, on le mesure, cet léger excès est corrélé dans une certaine mesure avec la distribution de température. C'est assez joli, là, on a empilé autour des points chauds et autour des points froids les données de Planck, et on a empilé autour des points chauds et des points froids les données de polarisation, et on voit par ces petits bâtons là, qui représentent la polarisation, comme ceci, s'aligne. Alors, le fait que ça s'aligne comme ça et pas autrement, ça vient aussi de la théorie. On est très content de voir ça. Tout ça, ce sont des beaux résultats. Et donc, quand on met tout ça ensemble, évidemment, je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les cartes, quoiqu'elles soient jolies, c'est ces spectres de puissance. On a maintenant le spectre de puissance de la température dont on a déjà parlé, le spectre de puissance de la corrélation entre la carte de température et la carte de polarisation, et puis ici, le spectre de puissance de la carte de polarisation. Et puis si on veut rentrer dans les détails, c'est un certain type de polarisation, la polarisation type E, c'est-à-dire celle dont, si on traitait ceci comme un champ vectoriel, on dirait qu'il dérive d'un potentiel. Il y a une autre type de polarisation, la polarisation de type B, qui est extrêmement intéressante, qu'on n'a pas encore mesurée, ou du moins on n'a pas encore mesuré la polarisation de type B dite primordiale, car c'est une signature directe des ondes gravitationnelles primordiales induites pendant l'inflation, et on aimerait bien pouvoir le faire. Mais ça sera pour plus tard. Entre-temps, voici le dernier spectre ici qui est très intéressant, qui vient de la distribution de matière dans l'univers, mesurée par l'effet de lentille gravitationnelle, lui aussi reconstruit à partir d'une combinaison entre la carte de température
principalement, et aussi un peu la carte de polarisation. Donc voilà toutes les données de Planck. Certes, cela est très bien, mais revenons à notre rayonisation. Alors je vous ai dit, l'univers est neutre, il ne se passe rien, et il commence à se rayoniser, ça diffuse, etc. Et la diffusion, c'est une diffusion Thomson sur un plasma. Donc vous connaissez déjà cette image, ça veut dire que s'il y a des anisotropies autour des sites de diffusion, eh bien on va avoir un excès de polarisation qui va être créé. Donc il y a de nouveau de la polarisation qui va se créer. Vous connaissez l'histoire, plus près, plus grande échelle, etc. Et donc on va faire un excès de polarisation à une échelle qui est différente, plus près de nous. Si on regarde pour le spectre, voilà ce qui va se passer. Ici, là, il y a un bump. Ce bump, polarisation, il est entièrement créé par la rayonisation. Et ce bump, on peut, si on fait le travail, se convaincre que son amplitude va à peu près comme l'épaisseur optique au carré, et que sa position se comporte à peu près comme la racine du redshift de rayonisation dans un modèle de rayonisation instantanée. Bon, ça va changer un petit peu si on change de modèle. Donc là, vous voyez, on a ici, alors pas de chance, on est encore entre 2 et 10. Ce n'est pas la région la plus facile pour mesurer quelque chose. Cela étant, contrairement à tout à l'heure où on cherchait des petits écarts d'amplitude, ici, c'est un gros bump. On le voit bien, hein. C'est quelque chose d'assez important par rapport à ce qu'il y aurait s'il n'y avait rien. S'il n'y avait rien, ça tomberait là. Donc là, il y a quand même un signal important à mesurer. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va essayer de mesurer. Et là-dedans, eh bien, on pourrait même se demander, je vous l'ai dit, ça dépend ainsi si la rayonisation est brusque, est-ce qu'on pourrait en dire plus et dire quelque chose sur l'histoire de la rayonisation? Alors, oui, dans une certaine mesure. Et c'est ce que s'amuse à faire des gens ici. Enfin, s'amuse plus que s'amuser, c'est quelque chose de très sérieux. On peut essayer de faire des modèles, et ici, là, ce sont des modèles paramétriques, mais qui n'ont aucune physique, où on se demande, est-ce qu'on est capable de reconstruire une partie de l'information et de l'histoire de cette rayonisation? Oui, dans une certaine mesure. Ce sont les données de Planck. Ici, encore une fois, avec la contrainte, il faut que ce soit fini à peu près à la fin de cette barre que je n'ai pas bien placée, devrait être plus à gauche. J'ai fait ça en vitesse. En gros, quand on fait l'analyse complète, on se rend compte que dans des modèles paramétriques sans physique, on peut contraindre une poignée de paramètres, 3, 4 maximum. Évidemment, si on a un modèle physique, on peut dire plus de choses, mais même avec un modèle physique, vous voyez ici, tout ça sont des modèles physiques plus ou moins bien motivés, avec des machins avec des rebonds dans tous les sens, et vous voyez qu'ils sont tous quasiment l'un sur l'autre dans le spectre de la polarisation E à grande échelle. Et là, la zone grise ici vous donne une idée de la valence cosmique. Donc ces modèles qui sont quand même des histoires de rayonisation assez différentes, vont être assez difficiles à désambiguer l'un de l'autre. Donc on a une certaine contrainte aussi sur l'histoire de la rayonisation, mais pas tant que ça. Alors maintenant, la question, c'est comment on va faire pour mesurer tout ça. Et pour mesurer tout ça, l'outil qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'était ce satellite Planck, qui a été conçu en 93, enfin accepté en 93, lancé en 2009, ça prend du temps à construire, et qui a été désorbité en 2013. C'est une collaboration importante de l'ESA, c'est un des grands résultats récents cosmologiques de l'ESA, avec une énorme contribution du CNES et de l'Agence spatiale italienne, et puis tous ces gens-là, et puis beaucoup de la NASA aussi, bien sûr. L'objectif principal de Planck, c'est d'obtenir une mesure définitive des anisotropies de température. Donc ça part mal pour la rayonisation, puisqu'on vient de voir qu'il valait mieux voir la polarisation. Cela étant, on peut faire des choses quand même. Donc c'était un miroir primaire de 1,50 m, 2 instruments, un LFI qui est à l'extérieur ici, qui avait 3 bandes avec 22 radiomètres polarisés, donc chacun, il y a à la fois la température et la polarisation. HFI qui avait 6 bandes avec 50 bolomètres, dont 32 étaient polarisés, donc pas tous malheureusement. C'est pour ça, vous voyez, l'objectif c'était d'abord la température, on a rajouté la polarisation après. Pour obtenir tout ça et avoir des bonnes données, et si on veut avoir des tout petits contrastes autour de quelque chose qui est à 2,7 Kelvin, il vaut mieux refroidir tous ces instruments. Et donc ils étaient refroidis jusqu'à 0,1 K avec une chaîne cryogénique très compliquée dont le dernier étage, c'est James Bond, c'est une dilution d'hélium 3 et hélium 4. Hélium 3, il n'y en a pas, donc il faut aller voir des gens qui ont du plutonium. Enfin, c'est un peu compliqué, mais on sait faire. C'est comme ça qu'on refroidit de façon active les missions de ce type. L'opération, donc, il est parti, il est allé à L2, il tournait le dos au système Terre-Soleil, il tournait sur lui-même.
un tour par minute. Puis il faisait ça pendant 6 mois. Donc en faisant ça pendant 6 mois, il avait une carte du ciel. Et puis il faisait ça plusieurs fois. On avait plusieurs cartes du ciel. On veut évidemment avoir le maximum de cartes du ciel pour avoir de la redondance, améliorer le signal sur bruit. Donc il a fonctionné pendant 2 ans pour HFI, qui était refroidi justement par la dilution hélium 3 hélium 4, avec KCl complet. LFI n'avait pas besoin de cet étage de dilution, il fonctionnait à 4K. Et malheureusement, au bout de 2 ans, comme prévu, on avait mélangé tout l'hélium 3 et l'hélium 4. Il n'y avait pas de système de recyclage à bord. Maintenant, on sait faire le système de recyclage. Et donc, on a dû arrêter pour HFI, mais LFI a pu continuer plus longtemps. Et LFI aurait pu continuer plus longtemps, mais à un moment, ça coûte cher de maintenir des satellites en l'air. Et donc, on décide qu'il vaut mieux utiliser l'argent pour en concevoir des nouveaux ou en lancer des nouveaux, parce que si on veut faire mieux que 4 ans, par exemple un facteur 2, il aurait fallu aller à 8 ans. Et là, ça commence à faire cher. Donc avec tout ça, on a fait 3 distributions de données. La première en 2013 qui ne travaille que sur la température. En 2015, on a distribué la mission complète. Et puis entre 2018 et 2019, c'est de plus en plus difficile d'obtenir ces réanalyses complètes. La distribution dite Legacy, on a fait une réanalyse complète de toute la mission en améliorant énormément de choses, en serrant beaucoup de boulons. C'est assez difficile d'avoir une analyse parfaite du premier coup. Alors quand on voit ce ciel, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on a toutes ces fréquences différentes. Eh bien la raison pour laquelle on a toutes ces fréquences, à vrai dire, on pourrait juste aller taper dans le pic de la loi de Planck, puis on aura le signal maximum, mais malheureusement le rayonnement cosmologique qui est ici n'est pas la seule source d'émissions à ces fréquences-là. Il y a tout un tas d'émissions principalement de notre galaxie, poussière, synchrotrons, Bremsstrahlung, mais aussi de galaxies lointaines, l'effet Sunyaev-Zeldovich, et puis l'effet l'émission infrarouge des galaxies qui sont en train de faire beaucoup de nouvelles étoiles aux alentours d'un redshift un peu au-delà de 2. Donc tout ça nous gêne, donc on a envie d'avoir plusieurs fréquences pour séparer ces différentes émissions. Voilà par exemple ce qu'on sait de la loi de Planck, du CMB, ça c'est facile, et puis des différentes lois d'émission des différentes composantes galactiques. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de fréquences, ça c'est les bandes de fréquences de Planck, et qu'il n'y a pas vraiment de zone qui soit parfaitement propre. Donc il faut combiner entre ces différentes fréquences pour nettoyer l'une avec l'autre. Et voilà la même chose pour la polarisation. Eh bien, quand on fait notre travail correctement, on obtient donc ces cartes magnifiques obtenues par Planck dans différentes fréquences, ici en température. Donc là-haut, LFI, en bas, HFI. On voit qu'ici, eh bien, les hautes fréquences, on est principalement dominé par les émissions de notre galaxie et principalement en fait l'émission de la poussière qui est chauffée, et qu'à basse fréquence, on est aussi dominé là plutôt par le synchrotron et l'émission radio. Quand on fait le travail un peu plus loin, on est capable de séparer ces différentes cartes pour obtenir ici une carte d'anisotropie de température et une carte ici de la polarisation, encore une fois qui a été lissée à une certaine échelle pour voir quelque chose, sinon on ne verra pas grand-chose. Avant de parler de la réionisation, je vais vous dire quelques mots comme des résultats principaux. On a obtenu des contraintes sur le modèle cosmologique incroyables, démontrant que lambda CDM, notre modèle standard, il fonctionnait rudement bien. Quand on regarde ici, ça c'est l'amélioration des contraintes sur ces différents paramètres de lambda CDM au cours du temps. On a des améliorations incroyables. Alors je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais c'est l'espace des paramètres, le volume de l'espace des paramètres a été réduit énormément. Bon, comme il y a 6 paramètres, ça va vite. En dimension 6, réduire, ça va très vite. En tout cas, c'est quand même assez considérable. Et se dire que lambda CDM fonctionne toujours, encore, on a beau augmenter les contraintes, c'est toujours lambda CDM, ça laisse rêveur. Difficile de trouver des trous dans ce modèle-là. Donc la plupart des paramètres sont déterminés à peu près au pourcent, avec par exemple la taille de l'horizon acoustique à l'époque de la recombinaison, qui a à près de 0,03%, c'est le paramètre qui est le mieux déterminé, donc on sait vraiment quelle est l'échelle de l'horizon acoustique à cette époque-là, ce qui nous donne encore une fois des informations, par exemple sur la géométrie de l'univers. On a aussi beaucoup de contraintes sur, alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur les modèles d'inflation, mais ce genre de plot ici nous renseigne sur la pente des fluctuations primordiales qui dépendent entièrement du modèle d'inflation. Donc on est capable, dans des modèles relativement simples, de déduire ce paramètre-là. Et ce paramètre-là ici qui nous dit combien on a d'ondes gravitationnelles primordiales par rapport aux fluctuations dites scalaires. Ces deux paramètres-là sont directement déduits d'une paramétrisation simplifiée de l'inflation. Donc ce genre de schéma est très important. Ces données sont en excellent accord avec d'autres sondes de la cosmologie, comme les BAO dont on vient de parler tout à l'heure. Alors tout à l'heure, tu disais, c'était pas en accord, c'était dans le cas où on ouvre la courbure, où on a un fort désaccord. Évidemment, quand on choisit une courbure plate,
on a un accord parfait entre les mesures. Les redshift phase distortion, les explosions de supernovae, avec les caveats qu'a cité François tout à l'heure. Et surtout, moi, ça me semble incroyable avec la baryogénèse primordiale, où on a un accord incroyable. Donc, on mesure la quantité de baryons qu'on a dans l'univers grâce au contraste entre les pics acoustiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça nous permet de donner des contraintes sur la baryogénèse primordiale, et c'est en accord. C'est magique. C'est aussi en excellent accord avec d'autres mesures. Il n'y a pas que Planck qui mesure le rayonnement de fond cosmologique, principalement des observatoires au sol qui essayent d'améliorer les mesures avec des meilleurs instruments. C'était vraiment une vieille expérience maintenant, parce qu'elle a été conçue en 1993, même si elle a été lancée en 2009, mais évidemment des surfaces de ciel beaucoup plus restreintes. Mais tout ça est en très bon accord. Voici les températures, polarisation E, corrélation de température-polarisation, et puis la polarisation B, dont je vous ai parlé, en fait, ça, c'est pas la polarisation B primordiale, c'est entièrement créé par l'effet de l'antigravitationnel. Et puis, on peut même jouer à voir les conséquences des données de Planck sur la distribution de matière dans l'univers. Donc, on peut en déduire ici cette carte, qui est le spectre de puissance de la distribution de matière dans l'univers, observé par Planck et observé par différentes mesures directes de sa distribution de matière dans l'univers, qui elles aussi, du moins du ciel, sont en très bon accord. On commence à regarder de près, il y a quelques petites failles, ils disent que peut-être qu'on va réussir à casser lambda CDM, à voir. Revenons à la rayonisation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce bout-là. Et en gros, la contrainte de Planck nous dit qu'on a déterminé la rayonisation à peu près à 13%. Alors, ce que je vous donne ici sont les résultats finaux de Planck-Legacy. On va voir par la suite qu'il y a eu des réanalyses depuis. Ça varie un petit peu, mais c'est vraiment dans l'épaisseur du trait. On a une contrainte à peu près à 13%. Et voilà l'amélioration qu'on a obtenue. C'est la meilleure contrainte qu'on a. Alors, pour obtenir ça, il a fallu beaucoup travailler, et pour ça, on a utilisé les données évidemment de polarisation. Et je vous montre cette fois-ci, non pas les cartes de température que je vous ai montrées tout à l'heure, mais les cartes de polarisation dans toutes les fréquences. L'histoire est très similaire. On est dominé ici par le rayonnement synchrotron à basse fréquence, où on en voit encore un petit peu là, et puis à haute fréquence, à la polarisation de la poussière. La poussière dans notre galaxie n'est pas ronde, elle est légèrement allongée. Elle va s'aligner dans les champs magnétiques de la galaxie, et ceci va créer un excès de polarisation. Et ça nous donne un excès de polarisation supplémentaire qui va gêner ce qu'on va chercher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les basses fréquences ici pour nettoyer en particulier le 100 GHz du synchrotron, les hautes fréquences ici pour nettoyer le 143 et le 100 GHz de l'émission de la poussière. On va utiliser ces deux-là, parce que c'est vraiment les plus propres. 70 GHz, ça a l'air pas mal, mais quand on regarde dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce sont vraiment nos fréquences les plus propres. 217 serait bien aussi, mais on n'y arrive pas. C'est vraiment difficile. Même une fois qu'on a fait ce nettoyage, il reste encore une bonne part du plan galactique où il y a encore des indices de contamination par les avant-plans qu'on est obligé de masquer. Et ça ne suffit pas encore. On utilise le 100 et le 143 GHz, on ne peut pas les combiner comme ça. Voici ici une façon schématique de vous expliquer le défi auquel on a été confronté pour mesurer la rayonisation dans les données de Planck. Ce qu'on vous montre ici, là, en noir, là, c'est le spectre du rayonnement de fond cosmologique que je vous montre depuis tout à l'heure, et on cherche cette petite bosse ici. Et puis là-dessous, toutes ces courbes-là, eh bien, ce sont différentes non-idéalités ou des résidus ou des systématiques, ce qu'on appelle de l'instrument. Et puis par-dessus, là-haut, là, ici, cette courbe-là, en très fin, ça, c'est le niveau de bruit. Alors, le niveau de bruit de chacune des cartes, on peut lutter contre, du moins le biais qui est dû au bruit, on peut lutter contre, en corrélant les deux cartes. Ça ne va pas supprimer le bruit, hein. Les deux cartes vont toujours avoir du bruit du scatter, mais ce scatter ne va pas se traduire en un biais dans le spectre de puissance. Donc déjà, ça, on peut lutter contre, mais par contre, les systématiques, ça va être très difficile, et surtout si elles sont corrélées. Et donc, on a fallu faire un gros travail pour réduire toutes ces systématiques. Les systématiques principales qui nous ont le plus gênés, c'est cette histoire de non-linéarité des convertisseurs analogiques numériques. Il n'y a pas de convertisseur analogique numérique qui est linéaire, malheureusement. C'est un fait de l'électronique. Et donc, il faut correctement décrire cette non-linéarité et la corriger dans les données, surtout quand on cherche des choses toutes petites. Donc ça, c'était une grosse partie du travail. L'autre chose qui nous a aussi pas mal gêné ici, vous voyez qu'on est quand même plus bas, mais on a besoin de cette niveau de précision-là, ce sont les problèmes de band pass mismatch leakage, c'est-à-dire qu'en fait, pour mesurer la
la polarisation, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des soustractions entre différents détecteurs polarisés dans différentes directions. Mais ces détecteurs n'ont pas tout à fait la même bande de fréquence. Et comme ils voient à certains endroits un petit peu de galaxies, un petit peu de rayonnement de fond cosmologique qui n'ont pas la même loi d'émission, eh bien quand on soustrait ces deux choses-là qui n'ont pas tout à fait la même bande passe, eh bien on a des très petites fuites ici qui sont là et qu'on a besoin de corriger. Et puis alors en plus de ça, il y a des effets de non-linéarité par-dessus, c'est sans fin. Donc quand on lutte contre tout ça, eh bien on arrive à avoir des cartes qui sont de bien meilleure qualité, mais qui ne sont pas suffisantes pour être directement coadditionnées. Il va falloir faire une corrélation entre les deux, je vais y revenir. En tout cas, quand on fait tout ça, et en supposant qu'on est à la fin, on a ce genre de données. Alors je vous demande de regarder les points bleus. Les points orange, c'est une réelle analyse, j'y reviendrai. Et alors c'est incroyable parce qu'on a tellement travaillé là-dessus, on n'a pas été fichu de faire un joli plot avec juste les points bleus. Donc j'ai pris celui-là, je suis désolé. La prochaine fois, je penserai en faire un. En plus, j'ai donné sous la main. Donc voilà, ici, eh bien, ça c'est le spectre de puissance à Bael avec ici le petit bump de réalisation qui nous intéresse. Et voilà les points bleus, vous voyez, qui sont autour. Et ça, c'est suffisant pour nous faire cette contrainte. Alors c'est suffisant, ça a été encore une fois, je vous l'ai dit, beaucoup de travail. Donc les systématiques résiduelles à bas multipôle sont beaucoup trop importantes pour déterminer les statistiques des cartes individuelles, parce que mesurer le spectre, c'est une chose, mais pour pouvoir le comparer aux données, il faut avoir les barres d'erreur. Comparé à la théorie, il faut avoir les barres d'erreur. Et donc il faut déterminer la statistique de ces cartes. Donc c'est ça le plus gros travail. Donc au final, je vous l'ai dit, on est obligé d'utiliser une corrélation croisée entre le 100 et le 143 GHz, qui est plus propre sur à peu près 50% du ciel, avec ce nettoyage de la galaxie. Mais là, une fois qu'on a fait ça, on est très embêté parce qu'à grande échelle, la statistique de ces cartes est un peu compliquée. Les cartes, elles sont gaussiennes, c'est facile. Mais malheureusement, on s'intéresse à des spectres de puissance, donc des carrés de gaussienne, avec en plus un bruit et des systématiques potentiellement corrélées. Alors là, une fois qu'on en est là, d'écrire les statistiques de tout ça, c'est assez fatigant. On peut l'écrire, mais l'intégrer est fatigant. On va pas y arriver. D'autant plus qu'une fois qu'on aura un résultat qui n'est pas close form, où il y aura des grosses intégrales, on sera toujours loin du compte parce qu'il n'y aura pas les systématiques. Et donc on abandonne tout ça et on fait des simulations. J'aimerais bien qu'on sache faire mieux, mais pour l'instant, c'est ce qu'on sait faire. Et donc on a dû faire des simulations end-to-end où on simule l'intégralité du fonctionnement de l'instrument sur des ciels réalistes avec des avant-plans, etc., pour comprendre les résidus éventuels et les barres d'erreur. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on compare, donc ça, ce qui nous intéresse surtout, les points verts qui sont les données, avec ici la distribution des simulations qu'on a faites. Donc déjà, les simulations sont en accord avec ce qu'on avait. On a utilisé un modèle qui est proche de nos données, bien sûr. Il a fallu faire des boucles. Mais on voit que la distribution est plutôt bonne. Dans le détail, cette simulation est extrêmement complexe. C'est une simulation end-to-end dite en V, où on part du ciel et on revient du ciel. Donc il faut prendre les paramètres cosmologiques, simuler un ciel, ajouter des avant-plans réalistes, simuler les effets optiques, simuler le bruit qui entourait sur le ciel par cette stratégie de pointage que je vous ai montré, et ensuite remonter en appliquant le data processing qu'on a fait, qui ne commute pas avec ces différentes choses. Et puis là, on voit que quelquefois, une fois qu'on a fait une partie de cette chose-là, on peut construire des raccourcis qui nous permettent, dans certains cas, de faire mieux. Et puis alors ça, ce n'est pas encore suffisant. Il faut même aller jusqu'à la simulation de l'instrument lui-même. Ce bruit ici, pour le simuler complètement, il faut prendre en compte les effets des non-linéarités, les distorsions de dipôle, les effets de bande-passe mismatch, simuler le fonctionnement de chaque détecteur. Donc c'est vraiment de la dentelle qu'on peut faire uniquement sur un satellite comme Plan qui coûte quasiment 1 milliard et sur lequel on a peu de bolomètres. Quand on a un plan focal trop grand avec beaucoup de pixels, vous n'imaginez pas faire ça pour votre téléphone portable ou votre appareil photo numérique, mais ici, là, ça vaut le coup. On le fait complètement. Et donc, on est capable ainsi de générer, et ça, c'est un effort héroïque, à peu près 300 simulations, ce qui n'est pas énorme, mais c'est ce qu'on peut faire pour essayer d'obtenir donc cette distribution. Alors, grâce à cet effort, eh bien, on a cette... J'en ai passé 2, là, je crois. Non, c'est bon. Grâce à cet effort, donc, on a les distributions que je vous ai montrées, ce qui nous permet de construire cette contrainte, là, qui nous permet de contraindre tôt. Évidemment, on s'inquiète de nombreuses choses. Par exemple, ce point-là qui est un peu trop haut, lui, on sait que c'est dû à des limitations de simulation, en particulier les problèmes de bande-passe et la corrélation avec les non-linéarités des convertisseurs analogiques numériques. Et justement, la nouvelle réanalyse dont je vous parlais améliore ça. Il y a ce point ici qui nous inquiète parce qu'il est un peu haut.
Est-ce qu'il est un peu haut parce que l'univers est comme ça, ou est-ce qu'il est un peu haut parce qu'on a un problème? Donc on a passé beaucoup de temps à évaluer si ce point-là avait une valeur significativement trop haute, s'il influait trop sur la mesure finale, ce qui se passait quand on l'enlevait, etc. En gros, on est assez satisfait du résultat, mais il y a quand même des limitations qu'il faut garder en tête. En tout cas, quand on met tout ça ensemble, et quand on va même plus loin et qu'on corrige ce point qui est ici, vous voyez que dans la nouvelle réanalyse ici, il est revenu à un endroit beaucoup plus raisonnable, encore qu'il faille se méfier des biais de confirmation. Donc le fait qu'il revienne là où on l'attendrait ne veut pas dire qu'il soit juste, mais tout le travail qu'on a fait nous convainc qu'il revient ici pour de bonnes raisons. Eh bien, on a cette contrainte finale. Alors là, ça, c'est ce qu'on avait avec Planck Legacy. Ici, c'est cette réanalyse qui a été obtenue par Pagano, Jean Puget et collaborateurs, qui est à peu près la même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'une contrainte à 13% sur l'épaisseur optique à une contrainte à peu près 10% sur l'épaisseur optique, et donc qui est compatible avec les reconstructions ici, c'est encore une fois à partir des vieilles valeurs, et qui est tout à fait compatible avec la contrainte directe en astrophysique. Donc je vais conclure cette présentation en vous donnant quelques idées des perspectives, et ça sera mon dernier transparent. Donc on a ici une mesure sur quasiment 50% du ciel. On a discuté longuement le fait qu'on n'était pas entièrement satisfait des résidus systématiques dans les cartes, parce qu'on est vraiment à la limite de ce que pouvait faire l'instrument. De meilleurs instruments auront bien sûr un niveau de bruit légèrement plus bas. Et puis, s'ils arrivent à avoir une meilleure séparation des composantes pour obtenir une plus grande surface du ciel, on peut avoir des améliorations. Et donc ces instruments-là, on ne les voit pas très bien, c'est de nuit. C'est pas moi qui ai fait la photo. Ces instruments-là, ils existent déjà. Alors, il y en a un premier qui s'appelle CLASS. Ne me demandez pas ce que cosmique. Je ne sais plus du tout ce que veut dire les acronymes. Je l'ai su, mais c'est très long. C'est encore un de ces acronymes où il y a un nom, puis on s'arrange pour avoir quelque chose de raisonnable à la fin. En l'occurrence, c'est CLASS, c'est assez classe, qui est dans le désert de l'Atacama. En fait, dans le désert de l'Atacama, il y a un grand site d'observation de rayonnement de fond cosmologique, dans lequel il y a déjà un observatoire qui s'appelle ACT, et puis dans lequel M. Simons, qui est un milliardaire sans doute, et qui est un mécène pour les sciences, a donné une première tranche de 50 millions de dollars, je crois qu'il en a rajouté encore 20 millions de dollars. Si l'un d'entre vous, par exemple, a ces sommes sous la main, nous saurions quoi en faire pour construire, donc, ça va s'appeler le Simons Array, c'est-à-dire un ensemble de télescopes dédiés au rayonnement de fond cosmologique, afin de contraindre de nombreuses choses différentes sur l'univers, et entre autres la rayonisation. Alors en fait, CLASS n'est pas fait pour ça, comme la plupart de ces télescopes, ils sont faits pour observer la polarisation B primordiale, qui est beaucoup plus compliquée à mesurer parce que beaucoup plus basse que la rayonisation. Mais alors, si on sait faire ça, la rayonisation, ça va être facile. Et en effet, CLASS, grâce à ces 4 télescopes qui sont en train d'observer, devrait obtenir d'ici 2022-2023 un facteur 4 d'amélioration sur la contrainte, si tout se passe bien. Donc on peut espérer un facteur 2, raisonnablement, je dirais. Donc là, vous voyez que 2 piliers. En fait, chacun de ces piliers contient 2 télescopes, et dans chacun des télescopes, il y a un plan focal, évidemment à différentes fréquences pour séparer les composantes, etc., etc. Et puis on va faire encore mieux. Lightbird, ici, un satellite japonais qui a une très forte contribution française et européenne, et dont le CNES vient de choisir effectivement de passer la contribution française en phase A. Donc il y a une nouvelle analyse, mais si cette phase A débouche, il y a de fortes chances que la France prenne en charge un des 2 instruments de ce satellite-là, qui sera un instrument majeur de ce satellite, comparable à ce qu'était HFI pour Planck. Alors c'est un satellite, encore une fois, qui est dédié aux grandes échelles en polarisation, donc pas vraiment de petites échelles et de l'effet antigravitationnel pour mon malheur, mais qui sera fantastique pour la polarisation B et pour la rayonisation. Et donc, avec un lancement en 2027-2028, on pourrait espérer des résultats quelques années plus tard, avec jusqu'à un facteur 5 sur le papier d'amélioration sur la rayonisation. Encore une fois, ça c'est ce qu'il peut faire avec une zone raisonnable du ciel, en tenant compte des avant-plans. Donc je pense qu'on pourrait le faire. Et là, quand on est au facteur 5, on est vraiment à la variance cosmique. Là, on a tout obtenu.
alors bon, c'est bien tout ça, mais ça, malheureusement, ça ne nous suffira pas. C'est ça le pire. Ça ne nous suffira pas pour plein de choses différentes. Ça ne nous suffira pas pour la réionisation. Je suis sûr que les gens qui s'intéressent à la formation des galaxies, aux premières étoiles, voudraient en savoir encore plus, parce que ce qui les intéresse, ça va être l'histoire de la réionisation. Et je vous ai dit, l'histoire de la réionisation, on ne va pas pouvoir en dire grand-chose avec le rayonnement de fond cosmologique. Donc on a une mesure intégrée, mais quand même ça contribue. Mais ça ne suffira pas non plus pour le rayonnement de fond cosmologique, parce que la prochaine limite pour le rayonnement de fond cosmologique, ça va être mesurer la polarisation B. Et évidemment, si on mesure cette polarisation B dans la région de rayonisation, puis on aura plus d'informations, mais encore plus, ce qui va nous intéresser dans l'avenir, ça va être de contraindre la masse de neutrinos, la quantité de neutrinos ou de light reliques qu'il y a dans l'univers. Et malheureusement, toutes ces mesures-là vont utiliser le rayonnement de fond cosmologique et les relevés de galaxies pour regarder comment varie la pente du spectre au cours du temps. Alors, il n'y a pas de variation il y a une variation primordiale, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse, c'est la variation résultante du découplage des neutrinos, du découplage d'autres reliques de l'univers primordial. Donc ça change la pente en fonction de l'échelle et en fonction du temps. Malheureusement, ça, c'est entièrement dégénéré avec l'amplitude des fluctuations primordiales, qui elle-même est très dégénérée avec la rayonisation. Et donc, on a besoin de connaître la rayonisation pour pouvoir obtenir toute notre information. Et pour vous donner ici un exemple, il y a de nombreux papiers. Celui-là, il est tiré de A.F. Boyle, qui est actuellement en postdoc à mon institut, c'est pour ça que j'ai choisi de façon complètement biaisée, mais qui dit assez bien les choses. Voici une contrainte qu'on aura dans le futur, en utilisant Euclide, le lensing du CMB, Planck, etc., sur la somme de la masse des neutrinos. Puis on voit ici la dégénérescence qu'on a avec la rayonisation, et ici avec l'amplitude des fluctuations. On voit bien qu'on s'y attend que ceci entièrement dégénéré, que c'est cassé en partie en rajoutant le lensing du CMB. Donc si on regarde juste ici la contrainte sur la masse de neutrinos, eh bien on va passer de là à là quand on rajoute de lensing. Si on rajoute beaucoup de choses comme Euclide, etc., on améliore encore. Mais très franchement, pour arriver ici à la contrainte maximale qu'on puisse avoir avec les données actuelles, eh bien, il faut supposer qu'on connaît parfaitement l'époque de rayonisation et qu'on a entièrement brisé la dégénérescence avec ici l'amplitude des fluctuations. Donc, toutes ces grandes futures mesures du rayonnement de fond et des grandes structures qui contribueront à mesurer entre autres la masse de neutrinos auront besoin d'une bien meilleure contrainte sur la rayonisation. Et là, je me tourne du coup vers les observations directes, SCAR, etc. Et je vous remercie de votre attention.